Donc, bonjour, enchantée pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Manon Lamoureux et je voulais commencer aujourd'hui avec une citation d'une de mes interviews, qui est la suivante. C'était la fin des années 80. La publicité, c'était quelque chose de un peu comme le cinéma. C'était un peu magique, c'était extrêmement créatif et il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Donc ça pose un peu le décor de la publicité aujourd'hui et ça amène à se poser la question: comment retrouver donc cette magie publicitaire qui aujourd'hui s'est transformée en saturation publicitaire? Donc aujourd'hui, un utilisateur, moyen, il est exposé à entre 4 000 et 10 000, excusez-moi, hein, Ouais, je vas-y. ne me rends pas ce que ça fait. Il est exposé à entre 4 000 et 10 000 messages publicitaires par jour. Alors attention, je parle bien, d'exposition, ça ne veut pas dire qu'il n'y a porté attention. Comme le dirait Soufiane, un étudiant interviewé: «Trop d'infos tue l'info». Donc comment aujourd'hui, en tant que marque, on émerge dans un, milieu complètement saturé où tout le monde parle beaucoup et parle en même temps? Donc ça m'a amené à ma problématique d'aujourd'hui. Dans un monde où les consommateurs sont submergés d'informations, comment se différencier à travers des stratégies de contenu et des stratégies de médias innovantes? 82 ans de vidéos chargées sur YouTube par jour. Donc ça, c'est un chiffre quand même qui choque, c'est 500 heures de vidéos par minute. En 2024, dans le monde digital, chaque minute, c'est 18 millions de messages envoyés, 6 millions de recherches Google effectuées. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. Donc l'infobésité, c'est l'excès d'informations qu'un individu n'est pas capable de traiter sans altérer ses compétences cognitives. Donc ça va amener à une fatigue cognitive, à un rejet publicitaire, entre autres, et surtout à une baisse de l'attention. Donc c'est par là que j'ai voulu, commencer, mon mémoire, la diminution de l'attention. Donc comme me l'a expliqué, Emmanuelle, une neuromarketeur que j'ai eu la chance d'interviewer, il y a 2 types d'attention. Il y a d'abord l'attention, qui est dite descendante. Donc c'est l'attention que vous avez choisie. Par exemple, vous avez tous les 2 choisi de m'écouter aujourd'hui, donc c'est l'attention descendante. Par contre, il y a également l'attention ascendante. Donc ça, c'est l'attention qu'on n'a pas choisie. Il y a un élément extérieur qui pop et donc mon attention est attirée ailleurs. Vous allez recevoir une notification sur votre téléphone, donc vous n'allez plus porter attention à ma présentation, mais au téléphone. Donc ça, c'est l'attention ascendante. Dans le monde saturé dans lequel on est aujourd'hui, les formats digitaux, ils font appel à ce type d'attention-là, c'est-à-dire interpeller, interrompre malgré l'envie du consommateur. Tout d'abord, on voit un effet sur l'attention qui est l'attention fragmentée, à travers le scrolling et le multitasking. Donc le scrolling, c'est le fait de passer d'un contenu à un autre sans réellement approfondir ce contenu. C'est une sorte d'addiction parce qu'en tant que scrolleur, on va vouloir toujours voir mieux, voir plus et s'attendre à quelque chose de plus stimulant. Et en fait, c'est un cercle vicieux et on va finir même par perdre la notion du temps. Il faut savoir qu'un utilisateur parcourt en moyenne 112 kilomètres par an avec son pouce, que 3 marathons. Ensuite, on a le multitasking, donc c'est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Donc là, le cerveau, il est sursollicité d'informations et donc on perd en efficacité, on perd en précision, on perd en concentration. Comme le montre Soufiane, je commence un truc, je ne le finis pas, je perds le fil, donc perte de concentration, de focus, de priorisation et d'efficacité. Donc là, on arrive à une attention évidemment qui est fragmentée. L'attention, elle va également, devenir volatile. La capacité d'attention, elle est passée de 12 secondes en 2000 à environ 8 secondes en 2022 et aujourd'hui, Snapchat nous dit même qu'en 2024, elle est passée à moins de 3 secondes. Ça veut dire qu'un consommateur ou un utilisateur, quand il est sur son téléphone, il décide en moins de 3 secondes s'il va rester et s'intéresser au contenu qu'il est en train de regarder ou s'il va le zapper. Donc ce qui laisse évidemment extrêmement peu de temps, pour se décider. Donc en fait, tout ça, ça crée une forme, d'immédiateté. Donc le consommateur veut savoir dans l'immédiat, il veut
du tout de suite, de l'instantané et il devient impatient. Donc, Michael, que j'ai également interviewé, montre que ça arrive même dès le plus jeune âge parce que ces étudiants, ces élèves au collège sont impatients, ils veulent le résultat dans l'immédiateté. Ça veut dire qu'une marque, pour communiquer efficacement, il va falloir qu'elle soit, très rapide, concise et passe un message qui est mémorisable dans les 3 premières secondes de, sa communication. Et ensuite, on va avoir l'attention dite affaiblie, donc à travers une fatigue cognitive. Donc les travaux de Kahneman montrent que l'attention, elle constitue une ressource cognitive qui va être dite limitée. C'est-à-dire qu'une fois que cette ressource, elle a atteint son seuil, on fait face, nous, en tant que consommateurs, à une fatigue cognitive. Dans notre contexte, on va appeler ça de la fatigue publicitaire, vu qu'elle est liée à la publicité. Comme le dit très bien Christophe Danet, on est passé dans un monde où la publicité est devenue le prédateur du consommateur qui lui-même est devenu la cible. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, on fait face à une surcharge informationnelle. Donc notre cerveau, a difficilement la capacité d'isoler l'information pertinente à retenir. Donc forcément, on va y avoir une baisse de mémorisation et d'attention. On fait également face au banner blindness, ce qu'on appelle aussi l'évitement publicitaire. L'évitement publicitaire, il se traduit à travers le marché, avec l'augmentation de l'utilisation des ad blockers. Cette fatigue publicitaire, on l'observe via un rejet et une irritation quand on voit de la publicité. Notamment, les internautes interviewés, m'ont parlé d'agacement et d'énervement quand une publicité arrivait. Donc forcément, évidemment, à ce moment-là, il y a plus d'attention. Donc maintenant, comment contrer tout ça? Donc le premier levier, ça va être, les médias. Donc quelle stratégie média, adopter? Pour la petite histoire, la publicité, elle a commencé à travers les médias, dits traditionnels, donc les médias de masse, la télé, les journaux, donc la presse, la radio et cetera. Donc ça, ce sont des médias qui vont se mesurer, avec, des GRP, des impressions et qui vont avoir un reach massif. Il y a l'arrivée du digital, qui a évidemment tout chamboulé, les nouveaux médias, les réseaux sociaux. Donc là, cette arrivée, chamboule évidemment la totalité du paysage. Il y a beaucoup plus de points de contact vis-à-vis du consommateur et le consommateur maintenant, il est partout, il écoute tout, il voit tout et la visibilité surtout, elle ne suffit plus. Mais alors, bien qu'on distingue bien ces 2 médias, il faut savoir que les médias traditionnels, comme le dit également Christophe Danet, se plateformisent de plus en plus. Donc ils tendent vers les nouveaux médias. C'est-à-dire ils se, délinéarisent ou ils se diversifient en y ajoutant ou en devenant des podcasts, de la presse numérique et cetera. Aujourd'hui, on peut regarder les médias en 3 piliers majeurs, dit le modèle POEM. Donc on a le paid media, donc qui est évidemment payant et qui fonctionne relativement bien. Le own media, donc les médias qui appartiennent à la marque et le earned media, donc là, c'est un média qui fait du relais organique, donc par exemple les influenceurs qui vont relayer votre contenu, qui là est gratuit, qui fonctionne très bien car il attise la confiance, des consommateurs, mais qui peut être dangereux parce qu'on ne peut pas le contrôler. Tout ceci étant dit, la si on peut retenir quelque chose, c'est que la visibilité aujourd'hui, donc l'impression, n'est plus suffisant. Parce que c'est pas parce qu'une pub, elle a été vue que la personne y a prêté attention. Donc on a un nouveau KPI, qui s'est installé il y a quelques années déjà, qui est le KPI de l'attention. Comme le dit, Vincent chez Publicis, l'attention, elle va plus loin parce que le consommateur, il a un contact direct avec la création. Donc l'attention, attention, elle ne va pas remplacer, la visibilité, mais elle va venir la compléter. Et aujourd'hui, c'est un KPI qui n'est pas 100 intégré parce que pour l'instant, on est en manque, les marques ne sont pas toutes d'accord les marques, pardon, les groupes ne sont pas tous d'accord sur ce que veut dire l'attention, sur comment on la mesure et cetera. C'est pas encore, assez fort pour remplacer la visibilité. Maintenant, si on parle de l'avenir des médias, aujourd'hui, les médias, sont plus considérés uniquement comme des
canaux de diffusion, mais ça devient de réels espaces d'expérience. Donc, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est d'utiliser des médias, dits des médias d'immersion. Donc, on va parler de réalité virtuelle, de live shopping sur TikTok, par exemple. Là, en fait, on vient plus du tout uniquement diffuser sur un canal, on vient également mettre le consommateur au milieu de l'expérience. Ce qu'on cherche à faire, c'est de capter son attention autrement et surtout d'activer des leviers qui vont permettre au consommateur de mémoriser ce qu'il va avoir vu. Un deuxième levier très important sur l'avenir des médias, c'est l'IA et donc le programmatique. Aujourd'hui, on a un ROI plus élevé de 50 par rapport aux campagnes traditionnelles lorsque les campagnes sont automisées avec l'IA. Ce que j'appelle le programmatique, c'est l'automatisation de la vente et de l'achat des espaces médias en utilisant les datas qui leur sont données sur la data management platform. Tout ça est automatisé et tout ça a l'air de plutôt bien, fonctionner si on s'en réfère aux chiffres. Ce programmatique, il permet de cibler beaucoup plus finement, il permet de contextualiser et il permet de personnaliser un contenu. On peut voir que les publicités qui sont ciblées, elles fonctionnent davantage. Je cite: «Moi, les publicités qui m'impactent le plus, ce sont les publicités ciblées et ça déclenche même un achat». Donc aujourd'hui, le fameux mythe du bon message au bon moment à la bonne personne, c'est possible en utilisant le programmatique. Donc selon moi, c'est, essentiel aujourd'hui. Attention, on ne tombe pas dans l'hyper ciblage ou l'hyper personnalisation parce que ça peut paraître, selon certains comme de l'intrusivité. Et finalement, les contenus, donc quels sont les contenus qui marquent et pourquoi? Donc, on peut voir aujourd'hui, grâce à Kantar, que les campagnes les plus créatives génèrent un ROI plus important que les campagnes dites moins créatives. Donc pourquoi? La créativité, ça appelle à l'émotion et l'émotion, ça permet une meilleure mémorisation, qu'elle soit positive, négative ou autre. Donc Olivier, consultant en neuromarketing, nous dit: «Parce qu'entre un message purement informatif et descriptif et un message purement émotionnel, c'est sûr que l'émotion va laisser une empreinte beaucoup plus forte. On va activer des zones du cerveau plus primitives, donc ça reste plus facilement». Donc l'émotion, c'est le pilier le plus important pour une création qui marque et surtout qui reste durablement dans les esprits. Maintenant, c'est pas le seul. On va avoir beaucoup d'autres ingrédients comme la personnalisation et la contextualisation, comme je l'ai dit juste avant. L'authenticité, parce que ça permet, d'attiser la confiance, du consommateur envers la marque. Le format d'immersion, l'originalité et la surprise, la culture participative et les trends. Ici, ce qu'on essaye de dire, c'est que le consommateur, comme on l'a vu, il est fatigué et il fait un rejet de la publicité. Donc ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est d'aller les toucher là où ça fonctionne. Donc d'aller, évoquer des émotions, d'aller évoquer des moments qui les touchent particulièrement. On veut aller, on veut qu'ils se sentent importants, on veut qu'ils se sentent écoutés. Donc tout ça, ça passe par des publicités qui ne sont plus dites traditionnelles, mais qui vont plus loin. Je voulais vous montrer, le cas Lidl, parce que je trouve que c'est un cas donc que j'ai, un petit peu étudié, au sein de mon mémoire, qui résume plutôt bien tous ces différents aspects dont je vous ai parlé juste avant, d'une créativité qui marche. Donc, pour faire le contexte, Lidl a sorti une paire de baskets que vous voyez juste ici, il y a quelques années à 12,99 €. C'est un mouvement qui a explosé sur les réseaux sociaux, tout le monde s'arrachait les baskets, il y avait des heures de queue devant les magasins Lidl. Elles sont même revendues à plus de 1 200 € sur certaines plateformes. Lidl, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'écouter ce marché-là et de saisir l'opportunité et la trend et d'être réactifs. C'est-à-dire que derrière, ils ont sorti toute une collection streetwear, ils ont même sorti une paire d'escarpins. Ils ont fait gagner des Mini Cooper, à travers des jeux, avec des tickets de caisse. Donc ils ont décidé de prendre ça comme une opportunité. Ça, c'est la première stratégie de Google qui a fait d'un mouvement inattendu une opportunité. Ensuite de ça, on voit que Lidl a été très à l'écoute de son marché.
Donc, Liam, que vous voyez juste ici, qui fait partie du groupe de musique Oasis, a posé pour une marque de parkas, donc de manteaux. Et il y a quelqu'un qui a répondu, on dirait un employé Lidl. Qu'est-ce qu'a fait Lidl? Ils ont décidé de créer une capsule de parkas et d'habiller Oasis Lidl en répondant à ce commentaire-là. Bah, ça marche, ça buzz, ils écoutent, ils sont réactifs. Après ces 2 grosses vagues, ils ont décidé de pousser la chose encore plus loin. On est dans une ère d'IA générative, surtout depuis quelques années, et ils se sont dit: «Et si on créait notre propre IA?» qui s'est appelée Lidlize. Le concept, c'était: vous pouvez aller en tant que consommateur ou non, créer le produit de votre choix avec, l'IA générative de Lidl. Donc le produit, comme vous le voyez en haut, portera les couleurs de la marque. Les 3 produits les plus partagés auront la chance d'être vendus en magasin. Donc évidemment, là, ils activent quoi? La culture participative. Donc tout le monde participe, tout le monde a envie de partager, ce qu'ils ont créé et cetera. Ils ont surtout envie que leurs propres produits se retrouvent en magasin. Et donc là, ils activent également le earned media. Donc c'est ils ne payent pas la communication, ils ne demandent rien. C'est les personnes naturellement, les influenceurs comme les consommateurs réguliers, qui vont repartager sur les réseaux, qui vont faire du bouche à oreille et cetera et parler de tout ça. Donc je trouve que Lidl, depuis quelques années, regroupe pas mal d'aspects, de la créativité qui fonctionnent et c'est un exemple à prendre en compte, évidemment. Donc voilà pour Lidl et pour finir et pour résumer tout ça, même si j'ai déjà essayé d'être très concise, c'est difficile. Au niveau des recommandations, si on résumait ça en 4 grands points, on aurait tout d'abord, évidemment la stratégie média qui doit être multicanal. Attention, on n'enlève pas les, canaux traditionnels. Simplement, on les apporte dans la transformation. Tout est une histoire de ciblage et également d'attention. Ensuite de ça, au niveau de la créativité, on opte pour une créativité qui est centrée, on l'a vu, autour de l'émotion, autour du contexte, autour également d'une culture participative et surtout qui écoute son marché. Troisième chose, on mise sur la personnalisation par l'IA et la data. Donc c'est déjà quand même plutôt pas mal implémenté dans le monde de la publicité, mais pas encore assez. Donc on laisse place au programmatique, on fait attention à pas tomber dans l'extrême et pour ça, on pense avec une approche qui est éthique, et transparente pour, rassurer, le public. Voilà, donc juste pour que vous sachiez, il y a un petit guide opérationnel sur comment capter l'attention en 2025, donc qui résume tout ce que je viens de vous dire, de manière assez concise, et structurée, qui est disponible également, dans mon mémoire et je vous remercie pour votre écoute.